Alors, nous allons commencer. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais donc ouvrir cette présentation du master Histoire de l'art. Le master Histoire de l'art donc, est une formation de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement, la composante de l'UFR 3 de l'université. Et elle est divisée en deux parcours. Le parcours Histoire de l'art moderne et contemporain, parcours HAMC, et le parcours conservation, gestion, diffusion des œuvres d'art des 20e et 21e siècles. Les deux parcours seront présentés par les responsables de formation. Dans un premier temps, le professeur Thierry Verdier présentera le parcours Histoire de l'art moderne et contemporain. Et dans un second temps, le professeur Jean-François Pinchon présentera le parcours conservation, gestion et diffusion des œuvres d'art des 20e et 21e siècles. Monsieur Pinchon rencontre un problème pour se connecter à la vidéoconférence, donc je mettrai mon téléphone et j'espère que vous entendrez bien ce qu'il pourra vous dire. Voilà, mais je laisse pour commencer la parole au professeur Verdier. Je mets au micro, très bien. Bonjour à tous. Donc, beaucoup d'étudiants ont été avec moi ce matin en cours et hier. Donc, on a eu l'occasion de discuter un petit peu des questions de la recherche. Alors, dans le cadre donc, de cette mention, le parcours Histoire de l'art moderne et contemporain, donc HAMC, correspond à ce qu'on pourrait appeler le parcours recherche. Vous savez qu'il n'y a plus de distinction entre recherche et professionnel dans le cadre des masters. Les masters sont indéterminés, mais celui-ci a plutôt une orientation recherche. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a les diapositives, je ne les ai pas mises. C'est-à-dire que ce parcours, finalement, donc, vous pouvez avancer, hein, Fabrice, et donc est organisé dans une logique qui est celle-ci, à savoir que vous avez donc un travail qui est avant tout un travail sur l'actualité de la recherche, qui, sans reprendre exactement, vous pouvez le lire en même temps que je parle, sans reprendre exactement ce canevas. Donc, il faut savoir que ce master s'appuie d'abord sur un besoin de formation méthodologique. La recherche, c'est un monde qui nécessite des compétences particulières, mais qui surtout donc s'appuie sur des méthodologies propres à l'histoire de l'art, dans notre cas, qui ont été éprouvées depuis longtemps et qu'il faut posséder, aussi bien pour des questions purement formelles que pour des questions aussi beaucoup plus intellectuelles. Et par conséquent, donc, il y aura toute cette partie méthodologique qui sera développée dans le cadre des 2 années de formation. Ensuite, un parcours recherche, ça signifie aussi s'appuyer sur des savoirs, comme je viens de vous le dire, des connaissances. Votre travail de recherche participera au progrès de la connaissance dans une discipline. Par conséquent, le sujet que vous aurez choisi devra être novateur et devra être susceptible d'apporter donc à la connaissance générale d'une discipline eh bien, des notions, des informations, des cadres parfois novateurs. On aura l'occasion d'en reparler et c'est pour cela qu'on vous demande, lorsque vous entrez en master, de réfléchir à un sujet de recherche qui sera développé donc pendant 1 à 2 années. C'est vrai que de manière générale, on conseille aux étudiants d'essayer de conserver un axe de recherche sur les 2 années, parce que cela permet de capitaliser sur une première année de recherche, mais il n'y a pas d'obligation. Tous vos directeurs de recherche vous en parleront. Donc, vous choisissez un sujet de recherche avec votre directeur de recherche. Par conséquent, vous avez déjà choisi un directeur de recherche ou une directrice de recherche, en moderne ou en contemporain. Nous sommes assez nombreux pour couvrir beaucoup de champs distincts, hein, pour toute une période qui va pratiquement donc, du Cinquecento, enfin, du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et puis, donc, il y a cette proximité que vous devez avoir avec votre responsable encadrant, qui est votre directeur de recherche, qui d'ailleurs bénéficiera, eh bien, dans le cadre d'un atelier, qui bénéficiera d'heures d'encadrement. Et quoi qu'il en soit, les directeurs de recherche encadrent toujours individuellement les étudiants, mais il y a aussi des heures un peu partagées dans le cadre des ateliers. Je vous expliquerai en 2 mots tout à l'heure. Troisième élément qu'il faut avoir, donc le premier élément, c'est la méthodologie. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est pas dans le canevas que vous aurez tout à l'heure sur les maquettes, mais vous verrez, c'est très simple. Deuxième élément, donc c'est cette connaissance que vous allez apporter sur un sujet nouveau. Et troisième élément important qui est développé dans le cadre de cette formation, c'est tout ce qui pourrait concerner donc les problématiques actuelles. Tout simplement, vous êtes dans un monde qui est très innovant, très changeant. Vous n'en avez peut-être pas encore complètement conscience dans le cadre d'une formation en licence 3, mais il faut savoir que l'évolution de l'histoire de l'art est prodigieuse et que depuis peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'années que cette discipline est totalement inscrite à l'université. Elle l'était auparavant, depuis très longtemps. Mais depuis 40 à 50 ans, il y a eu d'énormes progrès dans ce croisement disciplinaire qui correspond donc
à l'histoire de l'art, puisque vous savez que vous devez avoir des compétences dans beaucoup de domaines, eh bien, donc, il faudra que vous soyez aussi à la pointe de ces problématiques actuelles. Ce n'est pas donc être à la pointe des questions sociologiques qui encombrent aujourd'hui les débats sur la recherche. Ce n'est pas du tout cela, ce n'est pas ces questions-là qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus de travailler sur les problématiques actuelles, du retour à l'œuvre, de la place des acteurs, etc. On vous expliquera tout cela. Donc, c'est un moyen pour essayer à la fois de sortir sur les grandes pratiques historiques qui étaient celles, on va dire, de la culture marxiste, on va dire, dans un référent eh bien, à la société. Et aujourd'hui, on a davantage une autre dynamique qui peut être, on va dire, post-structuraliste, qui est davantage orienté vers un retour à l'œuvre, un petit peu comme la phénoménologie nous l'a appris depuis très très longtemps. Par conséquent, ces problématiques, il faut les posséder, il faut savoir ce qui est produit, il faut connaître les grandes revues de recherche, il faut connaître ce qui se passe un petit peu dans le monde actuel de la recherche, et c'est pour cela qu'en première année, vous aurez des cours généraux sur ces sujets, et en deuxième année, vous le verrez, lorsque vous aurez terminé votre programme de recherche, eh bien, vous aurez l'obligation, c'est un projet qui a été présenté, enfin une initiative qui a été présentée par M. Pinchon, vous aurez donc la possibilité et même l'obligation donc de participer à des ateliers qui sont en fait des conférences données par les différents labos de recherche auxquels on appartient. On appartient dans différents labos de recherche sur l'Ancien Régime, sur l'époque contemporaine, et donc chaque semaine, chaque mois, régulièrement, des séminaires, des journées d'études, des colloques sont effectivement organisés par ces labos, et pour vous permettre de vous initier à ce travail donc, de présentation, de valorisation de la recherche, vous aurez donc une initiation au métier d'enseignant-chercheur à travers justement ces questions qui sont celles de la connaissance et de ce qui se passe dans les laboratoires et les unités de recherche de l'université. Donc ça, c'est les trois grands secteurs qu'il faut avoir en tête. Donc, si vous voulez, les méthodologies, les savoirs et les problématiques actuelles. Ça, c'est trois grands domaines. Ensuite, on développera si vous le voulez. Ensuite, il y a des éléments périphériques qui tournent tous autour de votre projet quand même à maintenir sur 2 ans, qui est celui de réaliser un travail personnel de recherche, ce qu'on appelle le mémoire, qui en première année est relativement un peu léger, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne fait que quelques pages, qui est encore un petit peu léger, parce que c'est un moyen pour vous pour aborder de manière vaste et générale la recherche, et puis en deuxième année, il sera plus solide, plus lourd, etc. Donc tout s'articule, vous l'avez compris, autour de cette logique, qui est celle du mémoire, qui est un petit peu l'application de tous vos savoirs à un objet d'étude que vous avez décidé de prendre avec votre directeur d'études. Et donc, dans les éléments périphériques, donc là j'ai parlé des trois principaux, et dans les éléments périphériques, il y aura aussi un projet collectif que l'on développera sur 2 années, qui correspond bien, un petit peu à ce que vous avez peut-être déjà vu autour de l'exposition Jean-Pierre Sucre, ou ce que vous voyez cette année autour de l'exposition et du projet le musée imaginaire de Paul Valéry, qui est un travail, mais dont cette année on l'a fait de manière un peu ouverte, parce qu'on n'avait pas la possibilité de vraiment mener un projet collectif avec plusieurs masters, comme on l'avait fait l'année précédente, et donc c'est un projet collectif, j'en dirai 2 mots si vous le voulez après, qui va s'organiser dans un travail qui donnera lieu à une exposition réelle, à un catalogue, etc., avec toutes les contraintes que représente la création scientifique d'une exposition, la réalisation à la fois scientifique et technique d'un catalogue, et puis bien évidemment le montage technique, pratique et de médiation d'une exposition, dans un lieu d'exposition qui a déjà été attribué, dont vous parlera tout à l'heure, et toujours dans ces projets un peu, si vous voulez, d'inspiration appliquée de la recherche, eh bien, vous aurez aussi en deuxième année un travail à mener avec Madame Fabienne Sartre sur le projet François-Xavier n'est pas couché. Vous avez peut-être vu qu'il y a des vidéos qui ont été réalisées cette année, puisqu'il n'y a pas la possibilité de travailler directement au musée. Des vidéos ont été réalisées, 3 sont déjà en ligne, elles sont assez magnifiques, par des étudiants de Master 2, donc qui ont fait des petites vidéos sur des œuvres du musée Fabre. C'est totalement passionnant, c'est à la fois riche intellectuellement, c'est des très belles recherches, et puis en même temps, donc, il y a beaucoup d'humour. Et c'est un moyen pour découvrir le musée Fabre par des petites entrées, que sont en l'occurrence des œuvres de Cabanel. Donc, pour vous dire qu'on essaie de construire quelque chose qui soit à la fois riche scientifiquement et attrayant, parce que c'est une année importante, que cette année de recherche que vous allez débuter. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'en dehors de cela, il faut maîtriser les langues étrangères. Donc, il y a toujours ce cours de langue dont on n'est pas toujours responsable, de l'anglais, de langue vivante, et puis il y a un cours plus adapté à l'histoire de l'art, on vous en parlera, qui est donné par un enseignant spécialisé en histoire de l'art, ce qui vous permet d'avoir enfin en master un cours qui est lié à votre discipline, et non pas un cours général d'anglais qui s'adresse aussi bien aux sociologues qu'aux spécialistes du parcours éthique de communication ou autre chose. Donc il y aura au moins
pour vous un semestre d'écriture, enfin, d'expression en langue étrangère spécialisée, qui d'ailleurs pourra être complété, ça l'a été, par des travaux avec vos propres enseignants. On parle tous plusieurs langues, par conséquent, on a tous la possibilité de vous aider, ne serait-ce que pour les lectures, etc., à œuvrer dans les domaines qui sont celui des langues étrangères, que de toute façon vous possédez. Je vous ai déjà assez contacté, assez vu pour savoir que vous parliez tous anglais, déjà, ce qui est très bien. Et en même temps, donc, il faut aller vers d'autres langues que vous possédez aussi parfois et qu'il faudra développer. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la possibilité pour les personnes qui font un master recherche de s'orienter, et ça sera sur la diapo que vous verrez après avec M. Marty, de s'orienter vers des métiers qui sont ceux de la conservation, qui sont ceux de la recherche, appliquée cette fois-ci vraiment aux œuvres qui sont conservées dans des lieux spécifiques de protection des œuvres d'art, et c'est vrai aussi pour le patrimoine bâti. Eh bien, il y a pour vous la possibilité de vous dire que cette maîtrise des langues vivantes doit aussi être associée à une maîtrise des langues anciennes. Pour ceux qui ont déjà fait du latin et du grec, c'est très bien. Pour ceux qui n'en ont pas fait, vous aurez la possibilité de vous inscrire dans des heures supplémentaires qui ne sont même pas comptabilisées dans vos heures de cours, hein, en initiation au latin ou au grec, cours qui sont donc dispensés par les enseignants de l'UFR 1 qui sont spécialistes de langues anciennes. Donc, pour vous dire que l'élément vraiment nouveau de cette maquette de master cette année a été effectivement d'augmenter un petit peu le nombre d'heures que vous avez de cours par semestre. Alors, à la fois, c'est très bien parce que ça vous permet d'avoir des cours peut-être plus pointus, plus affinés, mais d'autre part, eh bien, ça vous ennuie aussi parce que ça vous amène à être peut-être plus sur l'université que vous le souhaitez, alors que beaucoup préféraient aller davantage en archives, davantage en centre de documentation, mais j'ai pensé, et on en avait discuté avec les collègues, eh bien, qu'il était peut-être nécessaire pour vous d'avoir plus d'éléments de formation, puisqu'il apparaissait eh bien, des images ou des retours que l'on a sur les formations de master, que les étudiants se retrouvaient parfois avec une sorte d'aporie critique face à leur sujet, qui était peut-être nécessaire de continuer une formation. Ceci dit, c'est quand même pas des centaines d'heures, si c'est des centaines d'heures, mais ce n'est pas des heures qui vont vous encombrer toute la journée, toute la semaine, etc., tous vos semestres. Votre formation restera malgré tout une formation relativement modeste en nombre d'heures. Vous avez les cadres qui vont être présentés par M. Marty et vous le verrez. Voilà, j'essaie d'aller assez vite. Fabrice, si vous voulez avancer sur les différentes diapositives pour montrer aux étudiants ce qu'il en est. Donc voici, je ne sais pas combien de temps j'ai de parole, hein, donc je ne veux pas être trop long non plus. Allez-y, allez-y. Voilà. Vous avez ici donc la maquette générale de la première année de master, et comme vous le voyez, donc vous retrouvez ici les éléments que je viens d'évoquer, à savoir donc la méthodologie disciplinaire, donc méthodologie 1 et 2 selon les semestres. Hein, vous l'avez vu à gauche le semestre 1, à droite le semestre 2, donc c'est des enseignements qui sont presque en miroir. Hein. Donc, alors on a donné des intitulés comme l'historiographie, méthodologie de la recherche, sources et fortunes, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut montrer qu'il y a deux éléments qui sont importants dans l'histoire de l'art. Et bien évidemment, vous n'aurez pas un cours d'historiographie et un cours sur les fortunes, sur les sources. Hein. Les cours seront très liés, les UE sont glissantes et par conséquent, entre les semestres, les informations s'enrichissent. Et donc, on ne change pas le cerveau quand on passe d'un semestre à l'autre. Et donc, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est effectivement l'historiographie. Quelle est l'écriture de l'histoire de l'art? Comment on a écrit l'histoire de l'art et comment cela est un élément important pour nous pour comprendre les sources, et vous comprenez très bien qu'entre historiographie, la manière d'écrire l'histoire de l'art, et les sources, il y a quand même des indications immédiates et des références constantes. Donc il y a cela, effectivement, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la fortune critique d'un sujet, comment on a écrit sur un sujet. Et puis le deuxième élément important, c'est l'état des savoirs, l'état de la science. Vous avez l'obligation de connaître l'état de l'art, comme l'on dit, d'un sujet, et quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez, il faut que vous appreniez à faire le point sur tout ce qui a été produit, réfléchi, analyser tous les éléments contradictoires qui tournent autour d'un sujet. En ce moment, vous avez dû entendre, par exemple, la polémique qui, depuis 3 jours, eh bien, suit la mise sur le marché du Salvator Mundi de Vinci. Donc, est-ce un Vinci, n'est-ce pas un Vinci? Le Louvre
à trancher, c'est un Vinci. Mais on a plein d'experts qui vous disent que ce n'est pas un Vinci. Et au prix qui va être vendu, cette fois, je crois qu'il va être présenté, cette œuvre qui appartient à un richissime milliardaire issu d'Arabie Saoudite et du pétrole, eh bien, les questions autour d'une œuvre d'art vont apparaître, et pas simplement des questions liées à l'histoire, à la technique, mais aussi des questions sur le style, aussi des questions sur les glacis chez Vinci, une chose qu'on connaît très très bien maintenant depuis une très très belle étude qui a été menée aux USA là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que ces éléments d'historiographie, de méthodologie sont très importants, parce que ce sont ceux qui vont fonder à la fois le caractère scientifique de votre travail, et puis en même temps qui vont inscrire, donc la méthodologie qui va inscrire votre travail dans une histoire de l'art, donc tout ce qu'elle représente, hein, avec cette évolution majeure que vous connaissez bien. Mais si vous avez lu par exemple le petit ouvrage qu'a écrit Guillaume Glorieux sur l'histoire de l'art, hein, publié au Pur, aux éditions de Rennes, vous l'avez peut-être vu, très très beau texte, très intelligent, bien là-dedans vous verrez, Guillaume Glorieux, il faut le connaître, hein, c'est un grand historien de l'art, spécialiste de Watteau, qui est aujourd'hui directeur de l'école des métiers de la joaillerie de Place Vendôme, qui était auparavant professeur à Rennes. Et bien donc, lisez cet ouvrage de Guillaume Glorieux, c'est pas très très long, vous verrez, c'est peut-être 100, 150 pages, j'en sais rien, et ça vous donne un aperçu de ce qu'est cette discipline dans laquelle vous vous engagez dans le cadre d'un mémoire de recherche. Deuxième élément important, donc ça s'appelle savoirs fondamentaux, ça s'appelle approfondissement au second semestre. Vous comprenez très bien que là, c'est un moyen pour vous, eh bien, d'aborder toute une série de cours. Alors, ce ne sont pas vraiment des séminaires au sens où on entendait par le passé, mais l'intérêt, c'est qu'on a des enseignants qui sont nombreux, qui ont essayé de construire justement soit des cours de référence, hein, à résulter ces cours de référence par rapport à ce que l'on sait sur un moment, toujours à partir des publications les plus importantes, à partir aussi d'opposition. Hein, regardez par exemple ce que l'on dit aujourd'hui d'un peintre aussi important que Carpaccio. On sait aujourd'hui que la fameuse courtisane, ce tableau de Carpaccio merveilleux qui se trouve au musée Correr de Venise, eh bien, on sait que ce ne sont pas des courtisanes. Pendant longtemps, on a dit c'est le mirage vénitien de ces courtisanes, et c'est faux. On sait que ce n'est pas ça du tout. Ce sont deux jeunes femmes qui racontent autre chose. Enfin, je ne vais pas vous dévoiler le mystère de cette peinture qui a déjà été présentée. Pour dire que donc ça, c'est art et société. Donc, comment on construit une histoire de l'art à partir de ce que l'on sait d'une société, etc. Aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup plus sur l'Ancien Régime, sur les voix. Il est important de connaître la voix d'une époque. On connaît la voix des années 1960, la voix des années 1980, la voix de 2021 qui nous fera rire dans 30 ans lorsqu'on écoutera les journalistes avec leur voix au perché, etc. Mais donc, tout ça, on le sait pour le passé. Et donc, là aussi, c'est un moyen d'aborder l'histoire de l'art que de comprendre tout cela. Donc, pour l'époque moderne, vous voyez qu'il y a deux éléments, donc soit art et société, soit nouvelle approches qui correspondent à peu près à ce que vous avez au second semestre, en plus édulcoré, tout simplement parce qu'au second semestre, on essaie de vous mettre moins d'heures sur le dos pour que vous ayez plus de temps pour rédiger le mémoire. Donc ça, c'est pour l'époque moderne et contemporaine, donc 4 enseignements qui sont parfois un petit peu des séminaires dans la mesure où il y a des discussions, mais ce ne sont plus des séminaires partagés, comme ça existait il y a longtemps à l'université. Puis enfin, donc, vous voyez, sur la fin de cette formation, donc ça s'appelle Savoir et pratiques professionnelles, c'est là où est calé donc le projet collectif dont j'évoquais tout à l'heure l'instrumentalisation, à savoir la mise en place d'une réflexion sur 2 années autour d'une exposition qui va être menée sur une vraie collection. On a plusieurs hypothèses de travail en ce moment, je ne sais pas si je dois en dire un mot maintenant ou plus tard, très vite. Donc on a pour l'instant plusieurs projets qui ont été présentés, avec des œuvres que nous présente. Il y en a une qui tourne autour de la photographie espagnole de l'époque de Franco, qui est un projet qui est en partie porté par M. Botois. Donc, on a 2 collections de photographies qui nous sont prêtées, hein, donc avec un fonds énorme de photographies. Et donc, c'était une manière de voir comment des grands photographes se sont immergés dans l'Espagne de Franco et comment ils ont raconté à la fois la dictature de Franco, la place de l'Église, l'importance de l'armée, la pauvreté dans les campagnes, le côté déshérité du sud de l'Espagne, etc. Et puis et la partie donc très figée des grandes cités. Donc des photos de très très grande qualité. Certaines ont déjà été exposées ici en France, à Prague. Une a été tirée avec un immense format à Beaubourg. Enfin, ça peut être ça, premier sujet. Deuxième sujet possible, un sujet autour du protestantisme, tout simplement parce que le musée du désert, le désert, c'est dans le monde protestant, ça correspond à la période qui va de la révocation de l'édit de Nantes, 1685, à l'édit de Tolérance, 1787, période pendant laquelle le protestantisme est interdit et pendant laquelle donc le protestantisme se vit dans la clandestinité, ce qu'on appelle le désert, en référence donc à la Bible, hein, l'époque du désert, quand les prophètes étaient effectivement dans le désert pour ces mêmes raisons. Et donc un musée a été créé en Cévennes autour de ce sujet il y a très très longtemps, hein, et le musée va être complètement réformé.
il y a des belles collections, il y a tout un travail intéressant sur la religion et la clandestinité, la foi dans le renoncement, l'importance de la foi renouvelée, etc. Enfin, beaucoup de choses que vous connaissez certainement autour de la question protestante. Et donc là, le conservateur, et puis l'équipe scientifique du musée du désert de Mialet, enfin, qui est dans la maison de Roland, le grand chef Camisard, nous ont demandé si on était d'accord de prendre en charge un projet de muséographie, de recherche catalogage, de recherche historique sur ce musée, ses collections, etc. Alors, je n'ai pas encore donné de réponse définitive. Hein. J'attends bien évidemment l'avis de mes collègues, j'attends bien évidemment que les étudiants eux-mêmes soient positionnés pour tout cela, sachant que c'est un projet sur 2 ans, et on sera accompagné, comme dans les cas précédents, et comme dans le cas que j'évoquais juste avant sur la photographie espagnole, on sera accompagné dans le cadre du projet collectif par des personnes qui vont nous prêter main forte, comme par exemple des muséographes ou des scénographes, comme ça a été le cas par exemple pour l'exposition SU que vous aviez non seulement visitée, mais pour laquelle vous aviez déjà un petit peu travaillé en tant que médiateur. Et puis, bon, autre projet qui nous est présenté, qui nous est proposé, c'est un sujet autour d'une figure intéressante de la sculpture, qui est Pierre Granier, qui est un sculpteur originaire de la région, originaire de Matel, à côté de Montpellier, qui est né en 1635 et qui est mort en 1718, qui a donc eu toute sa carrière à Versailles, donc son enfance à Montpellier, hein, qui est je n'ai pas le temps de rentrer dans toute sa vie, c'est trop long, mais qui finalement est devenu l'un des très 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 grands sculpteurs de Versailles, qui a participé au grand décor des jardins, qui a participé au décor de la chapelle de Versailles, qui a largement participé en laissant des très belles sculptures, des très grands, des médaillons, etc., au programme des Invalides, et dont le musée donc, des châteaux de Versailles possède énormément d'œuvres, comme vous l'imaginez. Mais comme il est montpelliérain, le projet, donc, que l'on mènerait cette fois-ci avec le musée Fabre, qui recevra en donation, enfin en dépôt une œuvre, et puis le musée du château de Versailles et de Trianon, le projet, avec Alexandre Maral, qui serait notre encadrant, si vous voulez, eh bien, le projet serait de monter une exposition autour de cet homme et de montrer eh bien, comment des petits artistes de province sont capables de s'élever très très loin, en passant par les académies, en passant par des lieux de formation provinciaux au départ. Voilà. Donc, c'est 3 projets très différents. Hein. Photographie, sculpture, culture historique. On n'a pas de travail sur un artiste tel quel. C'est d'autres projets qui viendront plus tard. On a un projet qui viendra, je pense, qui apparaîtra l'année prochaine, qui sera financé par le ministère des Anciens Combattants, mais j'en parle pas maintenant, ça commencera l'année prochaine. Donc, vous voyez des projets qui sont effectivement peut-être un petit peu réduits, qui vous paraissent peut-être un petit peu trop pointus, mais l'intérêt, c'est que c'est pour vous l'occasion de vous projeter dans une question un petit peu étroite, petite. De toute façon, on est subtil quand on est précis. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que sur un projet collectif très précis, vous soyez subtil pour maîtriser tous ces outils qui sont ceux de la recherche, de la valorisation, parce que lorsque vous aurez terminé votre master de recherche, il faudra en faire quelque chose. Vous n'allez pas faire un document qui va mourir et vieillir sur une étagère. Il faudra en faire quelque chose, et c'est un petit peu notre idée. Donc ça, c'est l'organisation. Vous verrez qu'en 2e année, Fabrice, vous voulez un petit peu avancer? Alors, il y avait juste les conditions d'accès, peut-être Ah oui, les un conditions mot. d'accès, oui, c'était important, Voilà, la première année. Donc là, c'est un peut-être mot pas... pour les conditions d'accès pour la première année. Donc, la formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle. Donc, c'est le niveau licence 3. L'admission en master 1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation. Tout étudiant souhaitant candidater en master 1, y compris ceux qui sont ajournés à la première année de master, donc les redoublants, doivent déposer leur dossier sur le portail e-candidat de l'université, donc le portail e-candidat Montpellier 3. La capacité d'accueil de cette formation est à 40 étudiants. Les candidatures débuteront à partir du mercredi 21 avril 2021. La fin des candidatures est programmée un mois plus tard, le mercredi 19 mai 2021, et vous pourrez téléverser vos pièces jusqu'au vendredi 21 mai 2021. La publication des résultats interviendra au plus tard le 21 juin. Un rappel donc pour le lien pour l'application e-candidat, vous l'avez qui s'affiche à l'écran. Je vous précise déjà que le PowerPoint sera disponible sur le site internet de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement. Attention, e-candidat Montpellier 3, c'est une application à fond bleu, l'application à fond rouge et à fond vert, et l'application de candidature de l'autre université de Montpellier. Donc, veillez à bien être sur l'application e-candidat Montpellier 3 à fond bleu. Quelques mots sur la formation de Master 2, M. Verdier.
Vous avez bien noté ce qu'a dit Monsieur Marty, donc il est allé très vite, il y a eu 50 000 informations d'un coup, mais notez bien le fond bleu, l'adresse Internet, etc., e-candidat. Donc c'est très important parce que vous n'avez qu'un mois pour candidater et par conséquent, il faut que vous ne ratiez pas donc ces ouvertures d'inscription. Je vous remets le calendrier. Effectivement, moi, je le connais très bien à force, mais je vous Voilà. remets le calendrier à 21 l'écran. avril, 21 avril, 19 mai, c'est assez court. Par conséquent, donc, il faut vous dire que pendant ce mois qui va arriver après les examens, si vous souhaitez vous inscrire en master recherche, donc vous l'avez compris, histoire moderne et contemporain, eh bien, il faut absolument le faire assez vite. Hein. Histoire de l'art moderne et contemporain. Pardon. Donc voilà, on en arrive à la deuxième année. Vous avez donc le principe général donc, de la deuxième année de cette formation. Vous l'avez bien compris, c'est un petit peu la poursuite du Master 1, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, avec bien évidemment donc, un approfondissement à la fois des connaissances et des compétences, tel que c'est écrit dans ce document qu'a préparé pour vous Monsieur Marty, et auquel il faudra que vous reveniez, parce que ce document sera accessible et vous aurez pour vous la possibilité de revenir bien sur cet élément, sur ce texte. Deuxième élément important, c'est bien évidemment donc la poursuite d'études. Après le Master 2, il y a plusieurs solutions. Soit on part dans une logique doctorale de recherche et on va effectivement essayer d'avoir comme horizon professionnel l'université, le CNRS, les grands établissements de recherche. Ça signifie s'inscrire en thèse, ça signifie bien évidemment donc essayer de trouver aussi des bourses pour cela. On en reparlera quand vous serez en Master 2, vous inquiétez pas. Pour l'instant, les étudiants bénéficient parfois de contrats doctoraux, parfois ont des belles réussites, comme aujourd'hui, Caroline, par exemple, qui vient d'être reçue pour pensionnaire à la Casa Velasquez la semaine dernière, qui part pour 2 ans à Madrid à Casa Velasquez. C'est très très beau pour nous, c'est très bien. Donc sur un sujet sur la sculpture, hein, sculpture 17e, 17-18. Et donc ça, on en parlera. L'autre possibilité, c'est effectivement la vie professionnelle, et c'est pour cela qu'on prépare aussi les étudiants, soit au concours, soit les étudiants préparent les concours eux-mêmes, sachant qu'il y a 5 grands concours qui concernent un peu notre discipline, plus 2 qui concernent notre discipline liée au monde de la documentation, mais ça, on vous en reparlera une autre fois. Et de toute façon, il existe aussi la possibilité pour vous de suivre une formation spécifique de préparation au concours après un master recherche, par exemple. Donc ça, c'est autre chose. Donc vous avez compris, on ne perd jamais de vue l'idée que vous ne travaillez pas pour le plaisir de la science, pour le plaisir de la recherche. Tout ce travail vous construit dans une dynamique qui est à la fois donc, la réalité personnelle d'une certaine réussite, et puis en même temps, c'est la réalité prospective d'une définition qui serait celle d'un métier ou d'un emploi. Donc, voici le programme, la maquette de deuxième année, de Master 2. Vous le voyez, elle est beaucoup plus synthétique, puisqu'il y a simplement un séminaire qui, là aussi, peut-être porte un mot qui est un petit peu excessif. Ce n'est pas vraiment un séminaire, puisque finalement, on a plutôt un travail qui porte sur les actions, par exemple, transmission des savoirs scientifiques, c'est un titre un petit peu pompeux peut-être, mais qui correspond au projet que j'évoquais tout à l'heure autour du musée Fabre. François-Xavier n'est pas couché, et je vous invite d'ailleurs à aller voir ces vidéos, dont le lien vous sera transmis, je pense, par Monsieur Marty sur le site de l'UFR. Puis bon, et le reste sont des questions qui sont simplement là pour vous accompagner, puisque d'une part, on aura des étudiants qui arriveront qu'en M2, et par conséquent, il est nécessaire qu'ils aient une connaissance de leurs enseignants par des cours spécifiques et magistraux, et puis d'autre part, pour vous, c'est aussi l'occasion, avec des cours un peu plus pointus, qui ne durent pas longtemps, 10 heures, cours 10 heures TD, c'est très très peu, des petits cours très très brefs qui vous permettent d'avoir peut-être des ponctuations, un peu impressionnistes peut-être, sur des savoirs qu'il faut un peu posséder. Puis le projet collectif qui, lui, poursuit sa route, puisque le projet collectif s'arrête à la fin du premier semestre de la deuxième année. Le deuxième semestre étant consacré vraiment à l'écriture du mémoire, qui est déjà commencé depuis longtemps, j'espère, et à cet approfondissement qui permet d'avoir des beaux objets. Dans le cadre des étudiants qui travaillent en mémoire pour la période moderne, il y a aussi une autre obligation, c'est qu'après les soutenances, on vous demande un article scientifique, enfin bon, on vous en parlera, qui est présenté sur hypothèse.org, une revue d'hypothèse.org que je vous montrerai quand vous serez en master, pour ceux que ça intéresse, qui permet comme ça de valoriser un petit peu un travail de recherche. Alors ensuite, l'image suivante, je pense, c'est un petit peu le même élément que ce que vous avez vu tout à l'heure, à savoir les dates pour la campagne donc, de deuxième année. Alors vous, ça ne vous concerne pas trop, mais il faut savoir, il faut retenir en tout cas une chose, c'est que l'inscription de M1 en M2 dans le parcours recherche est de droit pour les étudiants qui ont fait un Master 1 recherche en histoire de l'art, en HAMC. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude là-dessus. Il faut que vous pensiez à vous inscrire, bien sûr, mais il n'y a pas de difficulté pour vous.
toute façon, quand on a une promotion, on essaie de la garder 2 années pour qu'effectivement elle progresse. Mais comme je vous l'ai dit, d'autres étudiants viennent se joindre à vous, soit ils viennent d'autres masters, soit d'autres formations, et c'est assez agréable d'avoir des étudiants qui ont des origines universitaires distinctes. On a eu des étudiants qui venaient des beaux-arts, d'écoles d'art appliqué, d'autres d'histoire, etc. Et c'est plutôt enrichissant, parce qu'après avoir travaillé dans la méthodologie de l'histoire de l'art, il est peut-être bien aussi que vous soyez confrontés à d'autres approches méthodologiques qui ne sont pas nécessairement celles de l'histoire de l'art. L'histoire n'est pas vue de la même façon quand on est historien d'art ou quand on est historien. Donc tout ça, ça fait partie de ce que vous apprendrez à découvrir, et de toute façon, c'est assez enrichissant et c'est assez beau. Voilà. Et enfin, donc, le dernier élément qui correspond donc à l'adresse, pour ceux qui seront, ça ne vous concerne pas, mais vous voyez que c'est pareil, hein. Et voici donc les compétences qu'il faut acquérir. Là aussi, vous les regarderez tranquillement. Ce sont les compétences qui vous paraîtront certainement très générales. Et bien évidemment, vous aurez l'impression que tout ce que je viens de vous dire correspond à une sorte de banalité par rapport à ce qui est écrit là. Mais qu'importe, il faut absolument qu'à la fin de votre master, et même pendant votre master, tout ce qui est présenté ici comme compétences soit totalement acquis. Les capacités d'analyse, la maîtrise de l'écrit, etc. Il est insupportable de voir des étudiants de 5e année qui écrivent mal. Je le vois en ce moment pour les catalogues Paul Valéry, où je suis obligé de reprendre des textes d'étudiants qui sont à Bac+5. C'est pas normal. Normalement, vous devez arriver à cette capacité d'analyse, d'écriture, cette excellence de la langue française qu'il faut effectivement maîtriser, cette référence à l'analyse de l'œuvre d'art, enfin, tout ce qui est présenté ici, lisez-le, vous reviendrez sur ce document, vous aurez le temps de le voir, et vous vous rendrez compte que si vous possédez tout cela, si vous avez à la fois ce savoir-faire, ce savoir-être d'historien d'art, comme on pourrait dire en prenant un langage assez moche des années 70, eh bien, vous aurez effectivement, plus que les compétences, vous aurez vraiment un acquis qui vous permettra de rebondir vers d'autres dimensions et d'autres univers professionnels. Il y a bien évidemment une question qui m'est souvent posée, c'est celle des stages. Vous avez vu que dans le master recherche, il n'y a pas de stage ni obligatoire ni facultatif, mais il est évident que les étudiants qui souhaitent faire des stages dans la discipline qu'est la nôtre ont tout intérêt à en faire pendant l'été, sauf s'ils sont bloqués par la rédaction d'un mémoire, ou bien s'ils ont des obligations familiales, ou l'obligation de gagner très bien leur vie, enfin, très bien certainement pas, mais de gagner leur vie pour assurer la formation à l'année suivante. En tout cas, on vous y engage, on vous y invite, et on vous conseille effectivement d'essayer de trouver des stages. Là aussi, on vous en parlera. De toute façon, les stages non obligatoires, eh bien, sont tout à fait susceptibles d'être pris dans le cadre de vos études avec une protection sociale universitaire, puisque vous ne perdez pas vos droits. Et là, on en reparlera si vous le souhaitez à l'occasion, mais c'est un petit peu ça. Donc, la question des stages, je la mets un peu de côté, mais elle n'est pas du tout absente de notre réflexion. Et puis ici, vous avez donc ce que M. Marty pourrait parfaitement vous expliquer, à savoir donc les poursuites d'études, donc la thèse, ou bien toutes les finalités professionnelles que j'évoquais rapidement, que ce soit les concours de la culture, les concours de l'enseignement, les différents concours de la fonction publique territoriale, et puis bien évidemment tous les métiers de la culture, y compris dans des lieux que vous imaginez peut-être pas, comme le monde du marché de l'art, où finalement des chercheurs finissent par trouver des emplois sans nécessairement être passés par les formations pro. Donc ça peut être le cas, c'est pas important. En tout cas, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir cette espèce de souplesse que crée la culture humaniste, et c'est ce que l'on essaie de vous développer le mieux possible pendant 2 années de formation. Voilà, Fabrice, je t'ai terminé. J'espère pas avoir été trop long. S'affiche à l'écran donc les coordonnées de M. Verdier, coordonnées que vous devez connaître, et mes coordonnées également. Donc, je suis Fabrice Marty, je ne me suis pas présenté, gestionnaire de la formation de Master Histoire de l'Art. Et vous avez également mon adresse et mes coordonnées téléphoniques qui s'affichent à l'écran. On va peut-être prendre quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, je vous invite soit à mettre votre écran, peut-être avec votre vidéo, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat si vous avez des questions à l'attention de M. Verdier ou des questions de type administratif pour moi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le parcours Histoire de l'art moderne et contemporain? Sachez que je coupe mon micro pour éviter qu'il y ait des interférences avec les demandes d'étudiantes s'il y en a, et sachez aussi que vous pouvez nous écrire, soit donc
moi, en tant que responsable de formation de ce petit parcours, soit aux autres enseignants donc, que vous avez eus en histoire de l'art moderne et contemporain, à tous les maîtres de conférences et professeurs qui sont toujours à votre disposition pour vous aider, vous donner des informations et vous préciser peut-être des pistes de recherche. Hein, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vais faire mon micro. Alors, pour l'instant, tout est clair, nous dit Léo. Thomas, de la même manière, nous dit non, merci, tout est clair. Alors, Ariel a une question sur la langue vivante. Alors, il n'y a pas de langue vivante 2 dans le cadre de votre formation. C'est juste une option qui est proposée hors maquette en latin ou en grec. Et donc, il n'est pas possible de sélectionner 2 langues vivantes dans le cadre de votre formation. Vous pourrez, par contre, suivre des cours de langue si possible à l'université, si vous êtes accepté dans un groupe, si vous voulez améliorer un niveau de langue de niveau master en demandant à l'enseignant s'il accepte de vous avoir en cours. Sinon, il faudra avoir hors de l'université. J'attends encore 1 minute pour vos questions. Vous avez pu voir aussi dans le chat, je vous ai mis l'adresse mail avec le lien pour le site du musée Fabre. Comme ça, vous pouvez voir les réalisations d'étudiants dans la partie la semaine des étudiants. Donc, c'est justement cette semaine, du lundi 12 avril au samedi 17 avril. Vous avez déjà accès aux 3 vidéos donc, qui ont été réalisées par les étudiants de Master 2 avec donc l'aide de Madame Fabienne Sartre et de l'équipe du musée Fabre. Ne tenez pas compte, il y a quelques petites fautes de frappe, mais elles seront corrigées. Hein. N'en tenez pas compte. Je viens de vous dire qu'on faisait attention à l'écriture, par conséquent, n'en tenez pas compte. Alors, vous avez pris connaissance de nos adresses mail. Vous pouvez nous contacter si vous avez d'autres questions. Je vous rappelle donc que l'ouverture de l'application e-candidat pour les Master 1 s'effectuera le 21 avril. En fait, les dossiers seront disponibles à partir du 21 avril. L'application e-candidat est déjà ouverte. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre déjà sur l'application pour vous familiariser. Vous pouvez d'ailleurs créer dès à présent votre compte e-candidat et le 21 avril, il vous suffira de vous rendre sur l'application pour avoir accès au dossier de la formation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au parcours suivant en espérant que je vous remercie Fabrice, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, chers étudiants et étudiantes, vous avez bien compris que la personne référente, c'est Monsieur Fabrice Marty, qui est notre gestionnaire de master et qui pourra répondre à toutes vos questions bien mieux que je pourrais le faire. Et donc, qu'il faut absolument que vous connaissiez. Et comme vous le voyez, c'est quelqu'un d'agréable et de souriant. Donc, je le remercie et j'arrête mon micro. Et donc, je vais laisser la parole au professeur Pinchon. Alors, vous allez me dire si le son fonctionne. Et pour moi, c'est parfait. Eh bien, chers étudiants, bonjour. Je suis réellement navré de ne pas pouvoir vous parler en direct, compte tenu de problèmes donc, de connexion avec mon ordinateur. Voilà, donc je vais vous parler brièvement du master, enfin tout au moins du parcours conservation, gestion, diffusion des œuvres d'art des 20e et 21e siècles, connu sous le sigle CGDA-XXX, qui est donc une formation déjà ancienne. Elle a été créée par Luce Barlang, mon prédécesseur, en 1995, transformée donc sous la forme d'un
DESS, transformé en master donc en 2004 et puis renouvelé depuis 2004. Donc la particularité de cette formation, c'est que bien évidemment, nous avons un réseau d'étudiants, d'anciens étudiants insérés dans le monde professionnel, qui sont autant de relais également pour fournir des stages ou encore pour indiquer des possibilités d'emploi. Donc ça, c'est un point fort, c'est quelque chose qui est tout à fait important, qu'il convient de signaler. D'autre part, c'est un parcours qui a la particularité de former des personnels polyvalents, capables donc de travailler dans des structures, toutes sortes de structures, depuis les grosses structures, genre Beaubourg, jusqu'à des FRAC ou encore des galeries d'art privé ou des fondations, et donc d'être capable de répondre à toutes les demandes qui peuvent donc émaner dans ce genre de structures. La plupart du temps, dans les structures qui ne sont pas d'énormes structures, on demande au personnel d'avoir une capacité à rédiger, une capacité à planter des clous ou même à repeindre des cimaises pour les accrochages, à manier bien évidemment les œuvres d'art et tout savoir sur la régie des œuvres et également la conservation préventive donc des œuvres. Et donc notre formation vous permet en toute sécurité d'être parfaitement au point sur beaucoup donc de ces aspects. Alors, nous avons donc une formation qui se développe sur 4 semestres. Il faut bien comprendre qu'il y a donc une progression dans les connaissances qui vous sont donc données et donc le premier semestre du Master 1, eh bien c'est un semestre au cours duquel vous aurez des troncs communs avec le Master, enfin tout au moins le parcours HAMC, Histoire de l'art moderne et contemporain, ce qui vous permet éventuellement de vous réorienter si la formation ne correspondait pas à vos désirs. Donc ce tronc commun porte notamment sur la méthodologie du mémoire et sur des connaissances donc de base que tout historien de l'art contemporain doit avoir. Lorsque je parle donc de méthodologie, il ne faut pas perdre de vue que vous allez avoir donc à la fin du Master 1, ou tout au moins dans la deuxième semestre du Master 1, à rédiger un mémoire de recherche. Alors, à la différence de HAMC, le mémoire de recherche, vous ne le faites que sur une année. C'est donc un mémoire de recherche qui est plus concis, mais c'est également un mémoire qui permet de montrer vos aptitudes à faire de la recherche, à restituer donc le fruit de ces recherches et accessoirement, puisque nous sommes dans le système LMD, licence, master, doctorat, eh bien à prouver que vous avez fait de la recherche pour éventuellement vous inscrire donc en doctorat. Alors j'insiste sur ceci parce que vous avez un deuxième mémoire qui interviendra au Master 2. Ce mémoire ne sera pas un mémoire de recherche, sera un mémoire donc lié au stage de 3 mois minimum que vous ferez. Et c'est un mémoire où vous trouverez une problématique dans la structure qui vous accueille, problématique originale, problématique qu'il conviendrait d'explorer plus à fond, et vous rendrez un véritable mémoire, et qui n'est pas un rapport de stage, un mémoire avec problématique qui ne sera pas un mémoire de recherche. J'insiste, c'est tout à fait important parce que bien souvent, les étudiants ne voient pas pensent qu'il y a une continuité. Il n'y en a aucune dans le cadre donc, de mémoire. Donc je vous disais que c'était une formation sur 4 semestres. Le premier semestre donc avec tronc commun avec HAMC et puis un certain nombre de qui correspondent eh bien à la spécialisation donc de cette formation. Vous avez par exemple les pratiques propres à la conservation donc des productions contemporaines. Il est évident que les œuvres d'art contemporaines
ne sont pas multisports, prenant pratiquement toutes les possibilités offertes aux artistes, n'ont rien à voir avec donc des œuvres traditionnelles du type peinture ou encore sculpture. Et donc, dans cette perspective, avec des matériaux nouveaux, avec évidemment des matériaux organiques et autres, eh bien, il convient de connaître la manière de conserver donc ces œuvres, de les valoriser, d'estimer la nécessité de faire appel à un restaurateur. Bref, c'est ce que vous apprendrez dans ce module. Vous aurez également un module qui se développe sur 2 ans sur la presse culturelle et la communication. Un journaliste donc professionnel et rompu à ce type d'exercice vous apprendra comment communiquer sur les réseaux sociaux et également par les communiqués de presse avec la presse, qu'il s'agisse de la presse régionale, il y a presse nationale ou encore hebdomadaire. Donc ça c'est quelque chose qui est important et qui vient renforcer une UE qui est très conséquente, que Franck Claustra gère, qui est donc une UE de méthode liée à l'heure actuelle, où il vous demande, avec un suivi réellement tout à fait intense, de travailler sur des notices, de travailler sur des communiqués et autres aspects. Et donc, c'est en quelque sorte la préparation pour le cours qui relève de la presse. Mais pas seulement, c'est également un exercice qui vous prépare à votre mémoire que vous rédigerez donc à la fin du premier semestre et pendant tout le deuxième semestre. Vous avez également bien évidemment une UE qui relève de la recherche documentaire, qui est donc assurée par la bibliothèque universitaire, qui vous permet de travailler notamment sur les bases de données nord-américaines qui sont extrêmement riches et qui, dans le domaine de l'art contemporain, sont absolument essentielles. Et puis, vous allez avoir donc des UE qui vont traiter plus spécifiquement des rapports entre les officiels, ou tout au moins le politique, ou les institutions et l'art contemporain, avec donc un intervenant qui viendra de la direction des affaires culturelles. Nous avions un intervenant qui était resté pendant 15 ans et qui avait été directeur adjoint de la DRAC. Je ne peux plus l'employer pour des raisons d'âge, ce qui est vraiment dommage, mais en tout état de cause, nous aurons son successeur qui viendra donc faire ce gros volant d'heures que vous retrouverez d'ailleurs également au deuxième semestre. Alors, dans ce premier semestre, vous avez donc l'histoire de conception des institutions, ce que j'étais en train de dire, et puis également tous les problèmes qui sont liés à la gestion et aux institutions culturelles. Et vous avez bien évidemment une langue vivante qui est donc l'anglais, puisque l'anglais est la langue que l'on utilise le plus fréquemment dans le domaine de l'art contemporain, aussi bien pour les prises de contact avec des artistes, mais également pour les constats d'état d'œuvre que l'on retrouve également pour les contrats d'assurance. Et donc, l'anglais est réellement quelque chose qu'il convient de traiter avec extrêmement de sérieux pour fonctionner dans le domaine de l'art contemporain. Le semestre 2, donc, progression, hein, vous allez avoir des UE dans lesquels, par exemple, je vous parlerai de l'expansion donc de la notion de patrimoine depuis principalement le début du XXe siècle, et puis ça sera également l'occasion de vous parler de l'apport du patrimoine à l'art contemporain et réciproquement. Je pense que vous connaissez tous les grandes expositions qu'il y a eu au château de Versailles, ou
encore au parc donc du château de Chaumont par exemple, avec donc des présentations d'artistes prestigieux ou encore de l'art éphémère ou de l'art. Et c'est cette manière donc de faire participer l'art contemporain à la visite donc d'éléments patrimoniaux, c'est une manière d'amener un nouveau public vers les lieux patrimoniaux et un public plus jeune. Et puis, inversement, pour les visiteurs des lieux patrimoniaux, c'est également la possibilité de les sensibiliser donc à l'art contemporain. Et donc, ce cours traite également, donc en général sur 3 séances, traite également donc de ce problème spécifique. Donc, vous voyez, on est même si on semble être un tout petit peu éloigné du très contemporain, bon, on y revient donc toujours. Le Master 1 au 2e semestre, vous aurez 39 heures d'histoire de l'art. Alors, une des particularités de ce diplôme, c'est le volant horaire extrêmement important qui est consacré à l'histoire de l'art. Vous pouvez consulter toutes les maquettes des autres universités proposant des diplômes approchants. Vous avez en général des cours d'histoire de l'art qui sont beaucoup plus réduits. Chez nous, c'est exactement l'inverse. Vous avez donc le cours de Franck Claustra au 1er semestre. Vous avez ces 39 heures de cours qui sont assurés par Mme Tresloch au 2e semestre. Et puis, en 2e année, vous aurez 82 heures ou 84 heures, je ne sais plus, assurées à la fois par Franck Claustra et par un professeur de l'école des Beaux-Arts du Bocaux, hein, donc de Montpellier, Patrick Perry, avec bien évidemment comme particularité 2 approches qui se croisent, qui sont différentes, qui se croisent et qui bien évidemment vous permettent d'avoir réellement une connaissance accrue de l'art actuel, une connaissance réellement sérieuse et étayée, et d'être capable bien évidemment de prendre la parole sur ce type de sujet devant des responsables d'institutions, devant des commissaires d'exposition ou encore devant des artistes. Donc ça, c'est la très très grosse particularité de notre master. Conservation, type de collection. Alors là, nous avons au 2e semestre un certain nombre donc de visites qui sont donc programmées. En général, j'organise ces visites dans des lieux qui sont soit atypiques, soit extrêmement atypiques et innovants. Donc, ça va de la collection Lambert à Avignon jusqu'au lac, lieu d'art contemporain de Sigean, le musée régional d'art contemporain de Sérignan, etc. Et donc, nous partons en promenade et nous rencontrons les responsables des institutions qui se livrent très volontiers à un exercice d'explication pratique, très souvent, du fonctionnement de leur institution et également de leur travail. Bon, je pense notamment à Jean-Marc Prévost pour le Carré d'Art, qui est toujours extrêmement sympathique et qui déborde très largement en parlant notamment de ses visites dans les foires d'art contemporain ou d'ateliers, le strict cadre donc du Carré d'Art, donc méthode donc de l'exposition. Alors ça, c'est une particularité qui là aussi très ancienne. Dans HLMC, vous avez donc un projet collectif. Là, c'est en quelque sorte un projet collectif, mais la particularité, c'est que vous allez avoir un tuteur. Ce tuteur canalise donc les volontés ou tout au moins les propositions donc des étudiants avec un débat. Les étudiants donc choisissent un sujet en première année, forment des groupes et commencent donc à explorer la recherche d'un lieu d'exposition, la recherche de financement éventuel, toujours difficile à trouver, la recherche également de contacts pour des relations publiques et cette exposition donc, sur laquelle on travaille au 2e semestre de la première année, eh bien, voit son aboutissement vers le mois d'octobre, donc au cours du semestre 3, donc au cours du deuxième niveau donc, du master.
Vous avez également donc une langue vivante appliquée à la pratique artistique. En l'occurrence, c'est bien sûr l'anglais. Nous avons depuis très longtemps des rapports sympathiques avec le département d'études anglophones qui nous permet d'avoir un enseignant qui s'intéresse à ces problèmes donc, de l'art contemporain et qui donc fait un enseignement strictement orienté vers l'art contemporain. Quoi d'autre? Atelier d'écriture, bien évidemment, mémoire de recherche, donc un mémoire d'à peu près 70-80 pages, dans lesquelles vous aurez donc une problématique que vous exposerez, qui sera développée dans votre mémoire. Et évidemment, nous souhaitons que lorsque nous refermons le mémoire, nous sachions absolument tout sur la problématique que vous allez donc explorer. Clair que ça ne peut pas être un mémoire, vous ne pouvez pas faire le catalogue raisonné de l'œuvre d'un artiste ou ce genre de choses. On est obligé d'être sur quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Fabrice, peut-être pourrions-nous passer sur la diapositive suivante. Donc, les conditions d'accès, donc ce sont les mêmes conditions d'accès donc pour l'autre parcours. La formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes de sanctionnant les études de premier cycle, donc de niveau licence. L'admission en Master 1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université. Pour cette formation, la capacité d'accueil est fixée à 25 étudiants et l'admission est subordonnée à l'examen d'un dossier de candidature qui sera disponible sur l'application e-candidat Montpellier 3. Les candidatures pour cette formation ouvriront également le mercredi 21 avril 2021. Les dossiers seront disponibles jusqu'au 19 mai, donc pendant 4 semaines, et le téléversement des pièces de ce dossier dématérialisé pourra avoir lieu jusqu'au vendredi 21 mai. La publication des résultats est, elle, prévue au plus tard le lundi 21 juin 2021. Vous voyez à l'écran le lien pour accéder à l'application. Je vous rappelle que ce PowerPoint sera disponible sur le site de l'université et plus particulièrement le site de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement. Quelques mots maintenant sur la formation de Master 2, Monsieur Pinchon. Sur le Master 2, donc nous continuons. Nous sommes toujours dans cette progression et évidemment nous approfondissons ce que vous avez commencé à apprendre en conservation préventive, eh bien on l'accroît. Je précise que pour la conservation préventive, nous avons donc un PASP qui est Pascal Samuel, qui est conservateur au musée d'art juif de Paris, qui a une expérience absolument énorme depuis des décennies, depuis qu'elle est très jeune. Du côté donc de Beaubourg, la régie des œuvres, ensuite en DRAC, en responsable donc des arts plastiques dans la région centre, puis ensuite dans la région Occitanie, première, donc Midi-Pyrénées pour être exact, pour ça. Donc on approfondit ce que l'on a commencé à apprendre en M1. Il y a une réelle progression et c'est un enseignement qui complète de façon harmonieuse celui de la première année de master et qui va être dispensé à la fois par des intervenants extérieurs et également issus du monde professionnel et également donc par l'équipe pédagogique d'histoire de l'art contemporain de notre département d'histoire de l'art. Vous retrouverez donc l'ensemble de mes collègues et pas moi-même d'ailleurs, je m'occupe des problèmes de stage, de votre départ pour les stages donc vers le mois de janvier en général. Et cette formation donc de Master 2 est complétée par une sorte de séminaire pratique qu'on ne peut pas faire en ce moment à cause de la Covid, qui est un séminaire donc de visite sur Marseille pendant 2 ou 3 jours, où nous voyons des applications pratiques de ce qui a été donc enseigné dans le master et qui conclut donc qui conclut le cursus. Alors, une fois le séminaire donc marseillais passé, où on travaille avec le CICRP, qui est le Centre interrégional
de conservation préventive, et puis avec les réserves donc, du musée, les réserves des musées de Marseille et le MUSEM, eh bien, vous partez en stage et vous faites un stage qui doit faire 3 en général, qui est soumis donc à mon approbation et également à mon suivi. Et qui donc vous permet de vous immerger dans la vie professionnelle. Je précise que pour les stages, vous avez la possibilité de faire des stages en première année. Les stages de première année ne sont pas obligatoires, à la différence du stage de deuxième année, qui lui est obligatoire. Le stage de première année, vous pouvez le faire soit pendant les demi-journées ou les journées où vous êtes relativement libre. Il y a beaucoup de travail, je ne vous le cache pas, de toute façon. Ou alors le faire pendant la période estivale. Ce sont des stages qui sont recommandés, mais non obligatoires. Et bien évidemment, c'est une première approche du monde professionnel. Le monde professionnel, réellement, vous allez le découvrir progressivement avant même de partir en stage et vous aurez donc une familiarité avec, avec les acteurs donc, du monde de l'art contemporain, régional et national d'ailleurs. Donc c'est, comme je vous le disais, quelque chose qui est totalement progressif. Je pense que, voilà, donc écoutez, la maquette, on est avec l'exposition, bien évidemment. On a des UE qui relèvent donc de la sociologie de l'art, avec le public de l'art contemporain et les applications pratiques, puisque une des particularités du ministère de la Culture, c'est de vouloir, bien évidemment, fidéliser ou accroître l'accessibilité donc à l'art contemporain, et donc on a une UE qui est assurée par 2 spécialistes et qui nous donne ce type donc d'approche et qui procède également, qui vous évalue sur des enquêtes qu'ils vous font réaliser. Vous avez la régie des œuvres donc, et la conservation préventive, toujours par Pascal Samuel. Vous avez les méthodes de gestion et sciences juridiques. Là aussi, c'est une particularité de notre formation. Je vous ai parlé d'aspect pluridisciplinaire. Il m'apparaît nécessaire qu'un étudiant sortant de notre formation eh bien, soit capable de lire un bilan comptable, soit capable également de comprendre toutes les subtilités et également toutes les complications juridiques liées à l'exposition, aux droits donc, des artistes, aux droits d'exposition, aux problèmes bien évidemment de reproduction et de photographie donc, des œuvres, etc. Et donc dans cette UE, vous avez un maître de conférence en AES, Boris Tron, qui intervient pour tout l'aspect donc comptabilité. Et en général, les étudiants trouvent ça a priori ardu, mais une fois que Boris Tron se charge du cours d'une manière extrêmement sympathique, les choses se passent très très bien et les étudiants en général obtiennent des résultats qui sont tout à fait intéressants. Et puis du côté donc du côté du droit, des sciences juridiques, nous avons un maître de conférence de l'Université Montpellier, donc, qui est spécialiste donc, de ces questions et qui vous donne réellement toutes les clés et toutes les informations qui vous sont nécessaires dans votre vie professionnelle face donc, aux œuvres et face aux artistes. Vous avez également donc diffusion et réception d'art contemporain. Là, vous avez donc notamment une grosse un gros écu sur l'exposition, les biennales et le marché de l'art, qui est assuré par Nathalie Bourreau, maître de conférence en AES, qui est la spécialiste donc de ces questions, spécialiste reconnue, avec de nombreuses publications et également de très nombreuses missions. Et donc, vous saurez absolument tout sur le marché de l'art et sur les biennales et également, bien évidemment, tous les aspects se rattachant à cet aspect pratique du monde de l'art. Presse donc
presse culturelle, réseaux sociaux. J'ai oublié la recherche de stage et insertion professionnelle qui est assurée par Fabrice Marty, qui donc vous coach, comme on dit, de nos jours pour les entretiens d'embauche et la rédaction donc de vos curriculum vitae. Et puis vous avez donc une UE donc encore complémentaire du public de l'art contemporain, qui est la sociologie de l'art et du patrimoine, qui est bien évidemment, bon là c'est un directeur de recherche du CNRS qui est au CEPEL, donc à la fac de droit, qui spécialiste notamment des festivals et des manifestations d'art contemporain, qui assure donc ces cours. Et vous avez bien sûr l'UE, donc de langue, qui est l'anglais donc traditionnel, dispensé par le département, donc, qui n'est plus a priori spécifique à l'art contemporain. Deuxième semestre, eh bien, vous avez l'accompagnement donc de vos recherches de stage, l'accompagnement de votre mémoire, avec donc le stage individuel de 3 mois minimum et le mémoire de stage que vous rendez en général à la fin du mois d'août, et qui est soutenu devant un jury composé de Pascal Samuel, de moi-même et soit de M. Claustra, soit de Mme Trestouch. Et cette soutenance intervient aux alentours du 20 octobre ou un peu avant. Enfin bref, ça c'est pas vraiment très très important. La chose qui par contre est plus importante, c'est que vous pouvez faire 3 mois de stage, mais vous pouvez faire jusqu'à 6 mois de stage, ce qui évidemment est un plus absolu. Dans les grandes institutions, si vous faites un stage de 6 mois, un stage de 3 mois les intéresse pas. Si vous faites un stage de 6 mois, eh bien, vous êtes intéressant parce qu'ils vont vous former sur leurs outils de gestion des collections, et vous deviendrez réellement un employé du Centre Beaubourg ou de la Fondation Cartier. Et cet acquis de 6 mois comptera également comme expérience professionnelle pour votre CV, bien davantage qu'un simple stage donc, de 3 mois. Donc, vous pouvez faire un stage qui peut aller jusqu'à la fin de la couverture par la sécurité sociale donc, de votre statut étudiant. Donc, voilà. Vous pouvez même faire, si vous le désirez, un stage de 3 mois et un autre stage de 3 mois. Mais un vrai stage de 6 mois dans une grande institution, c'est quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement valorisant donc pour vous et qui vous permet donc d'aller sur le marché du travail avec donc une orientation qui est bien sûr vers les concours administratifs du type conservateur et surtout attaché de conservation. Un certain nombre d'étudiants qui ont réussi, donc, parce que c'est une très bonne formation pour ce type de concours dans le domaine de l'art contemporain. Vous avez le monde des galeries qui est de plus en plus intéressé par nos étudiants, que ce soit en France qu'à l'étranger. On a eu l'heureuse surprise l'autre année d'avoir plusieurs étudiantes qui se voyaient donc embauchées, l'une par la société de vente Arcurial, d'autres par des galeries pour donc travailler d'une manière salariée normale, après, pendant et à l'issue donc de leur stage. Et puis l'année dernière, on a eu énormément d'étudiants que j'avais un peu dirigés vers Bruxelles et qui s'en sont portés particulièrement bien, travaillant donc dans les multiples galeries très effervescente, très très vivante donc de Bruxelles, et n'ayant visiblement plus vraiment envie de rentrer donc travailler en France. Mais ça c'est une autre histoire, on verra sur le long terme. Donc voilà, également les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, pour lesquels vous êtes réellement un personnel polyvalent qu'on apprécie. Regardez le FRAC de Montpellier, avec tout l'historique de nos anciens étudiants qui ont été des collaborateurs, notamment d'Emmanuel Lapreille, le directeur, qui intervient pour une présentation du FRAC dans notre
dans notre formation, et puis également du côté du CRAC, hein, où la personne en charge des publics, et Vanessa Rossignol, c'est une de mes anciennes étudiantes de recherche, passée ensuite par le master, où Sévignan, ou le faisant office de directeur actuel, et Clément Nouet, qui peut être d'ailleurs un de vos garants ou tuteurs donc, pour l'exposition, qui donc lui s'occupe de tout ce qui est exposition et gestion quotidienne du musée régional d'art contemporain donc de Sévignan. Voilà, grosso modo ce que je pourrais vous dire. Je peux répondre à toutes les questions parce que par la force des choses, j'aurais certainement oublié des points qui peuvent vous intéresser. Je vous remercie. Un petit point sur les conditions d'accès en Master 2. Les conditions d'accès, la formation elle est ouverte à tous les étudiants titulaires du Master 1. Donc, pour les étudiants qui souhaiteraient candidater, ce sont des étudiants qui ne sont pas titulaires du Master 1 qui voudraient accéder au Master 2. Et donc, l'accès à la formation se fait via la plateforme e-candidat. Vous avez le calendrier qui s'affiche à l'écran. La capacité d'accueil de la formation en Master 2 reste la même, à savoir 25 étudiants. Le lien donc, pour l'application est toujours le même. Les compétences visées, donc je vous invite à les lire par la suite sur le PowerPoint. Et pour la poursuite d'études, je ne sais pas, M. Pinchon, si vous voulez dire un mot. Oui, la poursuite d'études, donc vous avez la possibilité de continuer avec une inscription donc, en doctorat. Hein, vous avez la possibilité de passer les concours de la fonction publique. Je ne vous cache pas, j'encourage les étudiants à plutôt privilégier la recherche d'un emploi, entrer dans le monde, donc le monde du réel, et puis éventuellement reprendre des études pour un doctorat avec un décalage de 1 an, 2 ans, ou peut-être un peu davantage. Mais ça me semble, dans l'époque dans laquelle nous sommes, beaucoup plus sage d'être dans une recherche donc d'emploi, et avec bien évidemment toutes les possibilités offertes, je le rappelle, par le privé, hein, les fondations, les galeries notamment, par le public sur la forme associative avec les FRAC, et puis bien évidemment la voie royale qui est celle donc de la fonction publique territoriale ou nationale, avec donc les différents concours qui sont offerts. Alors, les métiers de culture sont très très nombreux. Ça va de la médiation, ça va de commissariat d'expédition, qui en soi, je ne le cache pas, n'est pas vraiment un métier facile. Ça va également dans la rédaction donc de textes, et puis également tous les aspects de valorisation de l'activité donc d'une institution, organisation de colloques et autres. Je pense notamment à un de nos anciens élèves qui est Stéphanie Barr, et qui est en charge de tous ces aspects, et même plus d'ailleurs, faisant également office de directeur à la collection Lambert, donc à Avignon. On a donc tout l'aspect commerce de l'art, hein, avec tout l'aspect de recherche, de valorisation des œuvres, et monter les expositions, monter les ventes, etc. C'est ce que l'étudiante qui a été recrutée par Arcurial avait à faire notamment. Et vous avez bien évidemment tout ce qui relève de l'édition, avec notamment les recherches iconographiques, tout ce qui relève du journalisme d'art et de l'écriture. Donc vous voyez, c'est un panel vraiment très très étendu. Vous avez réellement des compétences qui vous permettent bien d'aller dans des champs qui sont extrêmement donc, différents. J'insiste sur le fait, pardonnez-moi Fabrice, j'insiste sur le fait que le master a comme ambition de vous faire déboucher rapidement sur donc le monde donc du travail. C'est le sens de ce que je viens vous dire à l'instant. C'est réellement une des caractéristiques de notre master.
en entier et du parcours conservation en particulier. Je vois Fabrice qui acquiesce. Oui, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Comme tout à l'heure, vous pouvez soit utiliser le son, soit utiliser le chat. Je vois le chat. J'espère que vous avez bien entendu la présentation. Alors, Chloé nous dit que tout est clair, donc merci. C'est très gentil. J'ai forcément oublié des choses. Ah. Est-il possible de faire un stage à l'étranger? Oui, il est possible de faire un stage à l'étranger, c'est même recommandé. Vous avez compris, quand je parle de Bruxelles, nous sommes donc en Belgique. Et objectivement, si on regarde la situation de l'art contemporain dans beaucoup de pays, y compris même du côté de la Catalogne, la situation est beaucoup plus enviable que celle donc de la région, du sud de la France, pour faire court. Et donc, j'encourage les étudiants à aller faire un stage, donc, soit du côté de l'Europe du Nord. On a un étudiant qui a fait un stage au Brésil. On a eu également un stage au Mexique. On a plusieurs stages donc du côté de la Catalogne, vers l'Italie également, vers Turin pour être exact. La Suisse aussi, donc il y a vraiment des possibilités. Puis il y a des étudiants qui veulent aller plus loin. Je sais qu'il y avait cette année un étudiant qui voulait aller faire son stage au Canada, mais je crois qu'il a été obligé d'abandonner l'idée à cause tout bêtement de la Covid. Voilà, donc oui, on vous encourage parce que tout bêtement, vous avez également des opportunités si vous dominez la langue locale, vous avez des opportunités donc d'emploi qui sont tout à fait intéressantes. Pour vous donner une idée, là on a une étudiante coréenne en deuxième année qui est partie faire un stage donc, dans une galerie en Corée. Et donc, la galerie coréenne, avant même de partir en stage, lui proposait un job, lui proposait un emploi. Et donc, le stage n'est plus vraiment d'actualité. Elle est donc employée par la galerie dans son pays d'origine et évidemment avec le label d'un diplôme à venir, mais formation dans notre pays. D'autres questions? On a une question sur le stage, à savoir est-ce qu'il peut se faire jusqu'à juin ou juillet? Donc, est-ce que c'est le stage de Master 2? Alors, les stages. Les stages, vous avez la possibilité de faire un stage dans la durée du deuxième semestre, par exemple. Vous avez plusieurs demi-journées ou journées complètes qui sont libres. Actuellement, nous avons, tout au moins, oui, actuellement, nous avons un étudiant de deuxième année, Yael Chardet, qui fait un stage auprès de Marie-Caroline Allermann dans la galerie à Alma, dans le centre de Montpellier. On a des étudiants qui font des stages auprès du FRAC, auprès d'institutions sur donc des journées ou des demi-journées dans le cadre de leur formation et sur la durée du deuxième semestre. Et puis, le cas le plus général, ce sont des étudiants qui vont choisir de faire un stage pendant la période du mois de juin jusqu'au mois de septembre, étant entendu, bien évidemment, nous souhaitons que vous soyez de retour pour le début des cours, puisque l'assiduité aux cours est obligatoire, et donc il faut que vous ayez fini votre stage avant le retour à l'université. Pour le stage de deuxième année, le séminaire marseillais, lorsqu'il n'y a pas le problème de la crise sanitaire, nous le faisons aux alentours du 19 janvier. Et donc, à partir de la fin du mois de janvier, vous êtes libre et vous pouvez commencer un stage. Et comme je vous le disais, ce stage peut faire l'objet de 6 mois au maximum.
c'est la durée légale maximum pour les stages. Et vous pouvez choisir de faire un stage plus tard, au mois de mars ou au mois d'avril. Le tout, c'est qu'évidemment, vous soyez en mesure de nous rendre donc à la fin du mois d'août un mémoire, même si votre stage n'est pas achevé, s'il continue, mais un mémoire qui fasse l'objet d'une discussion avec le jury. Alors, y a-t-il de nouvelles questions? Alors, la moyenne attendue pour intégrer les deux masters. Premièrement, ce ne sont pas deux masters, ce sont donc deux parcours d'un même master qui est donc Histoire de l'art. La condition la condition première, c'est d'avoir validé votre licence. Validé sans avoir à rattraper. Pour le master conservation, vous avez des cours donc en deuxième année, mais surtout en troisième année, qui sont des cours de pré-spécialisation, assurés par Madame Trespech et par Franck Lastra. Et bien évidemment, je vous encourage à vous inscrire dans ces cours de pré-professionnalisation qui vous permettent d'être vus, puisque vous l'avez compris, on opère une sélection donc des étudiants. Et évidemment, si vous êtes connus et si on a repéré vos talents dans le domaine de l'art contemporain, c'est un plus qui est tout à fait avantageux pour vous. Pour le parcours donc conservation, il n'y a pas de moyenne demandée. On n'est pas avec la demande d'une moyenne à 14 par exemple, comme ça peut se faire dans d'autres. C'est réellement la lettre de motivation, la régularité de vos études et la lettre de motivation qui vont être déterminants. Si vous démontrez une niaque absolument évidente pour la défense de l'art contemporain, vous avez toutes les chances donc de rentrer dans la formation. Pas d'autres questions? Bien, Fabrice. D'autres questions? Peut-être une dernière? Non, apparemment pas d'autres questions. Écoutez, pas de questions. Bon, je suis navré de ne pas avoir pu vous parler devant un magnifique jardin comme Fabrice ou une bibliothèque fournie comme Thierry Verbier. Sachez simplement que vous pouvez me poser toutes les questions qui peuvent vous advenir par mail. Je réponds systématiquement. Donc, vous avez mon mail qui est donc indiqué. Et bien évidemment, je répondrai avec le plus de détails possible. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Alors, vous avez également à l'écran les différents sites internet où vous pourrez retrouver toutes les informations. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt sur le campus. J'espère vraiment vous voir en présentiel à partir du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Fabrice. À bientôt.